Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Quelle école pour nos enfants demain? Que doit-on y apprendre? Comment améliorer le niveau des élèves? Philippe Mérieux, professeur des universités en sciences de l'éducation, est l'invité du Grand JT. On lui posera toutes les questions. Elle est dans le top 10 des meilleurs profs du monde. Julie Anclin-Rowe est professeure d'histoire géo à Rouen et elle sera avec nous en deuxième partie d'émission pour nous raconter son parcours. Enfin, comme chaque semaine, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT. Et ce vendredi, on leur a demandé ce que représentait l'espace pour eux. Mais tout de suite, on commence avec l'actu en bref. Et Mickaël, à la une de l'actualité, le masque, on en parlait hier sur ce plateau, il est de retour dans certaines écoles. Le masque encore et toujours en cause, bien sûr, le rebond des contaminations. On est à près de 150 000 nouveaux cas en 24 heures. Masque donc vivement recommandé par certains directeurs d'école. Il est même de nouveau obligatoire dans certains établissements, parfois dans une ou deux classes lorsque des élèves sont positifs, mais parfois aussi dans toute l'école, dans tout l'établissement. C'est le cas dans une école primaire privée parisienne. Le directeur a décidé de réimposer le masque pour tout le monde, ce qui agace Ludie. Elle est enseignante et était interrogée sur Europe 1. Ça a été une décision globale de l'établissement de dire qu'on réimposait le masque à tout le monde. On était enfin libérés, là c'était plus une décision gouvernementale ni du rectorat et en fait on nous le réimpose à nouveau et donc voilà, donc nous on est assez furieuses dans l'équipe enseignante. Et à noter que certains professeurs de l'établissement ont lancé une pétition pour protester. Invité sur France 2, Jean-Luc Mélenchon propose la gratuité des cantines scolaires. Il propose même, je cite, l'école vraiment gratuite, gratuité des fournitures scolaires, des temps périscolaires et donc de cantines également. La raison, il veut être certain que les gosses mangent. Il estime également que cela permettra aux mères de mettre des produits bio dans les repas. Jean-Luc Mélenchon qui souhaite effectivement favoriser l'enseignement professionnel. Oui, invité sur France Bleu ce vendredi, le leader insoumis a une nouvelle fois exprimé son souhait de revaloriser le bac pro. Il propose notamment pour tous les élèves de lycée pro, mais également pour tous les étudiants, une allocation de 1 000 € pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. On l'écoute. Comme j'ai remarqué que la plupart des jeunes gens, en gros, on a 1 an d'écart. Il arrive souvent que quand on arrive au bac pro, c'est la 4e année, des fois, il y a un enfant à la maison. Hein. Le jeune ou la jeune, ils ont le gamin. Alors, il ne peut pas tout faire, quoi. S'occuper du gamin, aller au lycée, et puis en même temps, travailler tous les soirs et tous les week-ends. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il fallait mettre une allocation d'études de 1 000 € que je destine à tous les étudiants qui étudient et à tous les lycéens professionnels à la seule condition que leur part d'impôt soit retirée des parents. Oui, donc ils deviennent autonomes. Ben oui, on ne peut pas avoir tout à la fois. Oui. Donc on fera comme ça. Et ça devrait permettre aux jeunes gens d'étudier dans des bonnes conditions. Cette année encore, France Info s'est engagée à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école. La radio publique a organisé 2 ateliers virtuels et interactifs pour faire découvrir aux enfants les coulisses du métier de journaliste. C'était mardi et succès pour cette journée. Plus de 2000 classes se sont connectées pour y participer. Ça fait plus de 55 000 élèves, Virginie. Enfin, à Toulouse, on ne manque pas d'idées pour faire face à la pénurie d'enseignants. Vous savez que maintenant, l'éducation nationale a souvent recours à des contractuels, des personnes qui n'ont pas le diplôme pour devenir prof, mais que l'on recrute pour effectuer des remplacements. Et jeudi, le rectorat de Toulouse a organisé son premier job dating pour attirer de nouveaux profils. 450 candidats ont répondu présents, 80 postes de contractuels étaient à pourvoir. Une méthode de recrutement qui ne plaît pas aux syndicats d'enseignants qui dénoncent un bricolage pour masquer la pénurie de professeurs. Et oui, pénurie de professeurs, on en parle souvent ici dans le Grand JT de l'éducation. Alors justement, quelle école doit-on construire pour nos enfants demain? On va poser la question tout de suite à Philippe Mérieux qui nous rejoint. Il est l'invité exceptionnel du Grand JT. Je vous l'avais promis, invité exceptionnel, Philippe Mérieux est avec nous sur le Grand JT de l'éducation. Merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour, merci à vous de votre invitation. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation. On va évoquer beaucoup de sujets ensemble, mais j'aimerais démarrer par le commencement, le tout commencement. Eh bien oui, parce que vous avez une carrière absolument fantastique, mais aujourd'hui, on le sait, la profession de professeur n'attire plus ou attire moins malheureusement, pour toutes les raisons qu'on connaît déjà et puis pour tout ce qu'on a vu ces derniers temps. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir professeur quand vous étiez jeune? Ça a démarré à quel âge déjà?
Oh, ça a démarré très tôt. Ça a démarré parce que j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs enthousiasmants, des professeurs qui m'ont donné envie de transmettre ce qu'eux-mêmes m'avaient transmis. Mais très tôt, au collège, au lycée? Oui, quand très tôt, au collège, au lycée. Je me suis beaucoup engagé au lycée. C'était l'époque où on commençait à élire des responsables de classe, où on commençait à ébaucher le dialogue entre les professeurs et les élèves, et où le lycée était un lieu extrêmement vivant. Il est aussi encore beaucoup aujourd'hui, mais c'était le tout début. Vous avez grandi dans quel coin, dans quelle région? Moi, j'étais dans les Cévennes, Ouais. j'étais dans le lycée d'Alès, un gigantesque lycée avec des milliers d'élèves, mais où nous avons tenté de mettre un petit peu d'humanité. Ah oui, parce que ça manquait d'humanité déjà à l'époque. Vous avez ce sentiment à cause de la grandeur de lycée? À cause de quoi? Oui, parce qu'on fonctionne trop en France avec l'idée qu'en faisant des économies d'échelle, on va résoudre tous les problèmes. Alors on crée des très grands établissements, mais on s'aperçoit bien vite que ces très grands établissements, en fait, ce qu'on gagne en photocopieuse, ce qu'on gagne sur tel ou tel poste, eh bien on va le perdre parce que l'anonymat engendre l'indifférence. L'indifférence parfois bascule dans la violence parfois dans les conflits. Alors que si nous avions des établissements avec des tailles plus humaines, je pense que les situations seraient meilleures. Tout le monde se connaîtrait ou en tout cas s'identifierait. C'est la raison pour laquelle je plaide pour que même dans des grands établissements, on regroupe les classes par 4 ou 5, de telle manière à avoir des micro-établissements qui soient des unités pédagogiques au sein desquelles les professeurs connaissent les élèves connaissent les professeurs et au sein desquels ils peuvent faire des choses ensemble. D'ailleurs, la recherche internationale nous montre que quand on a un établissement de 120 élèves ou à l'intérieur d'un grand établissement, 120 élèves encadrés par une dizaine de professeurs, ça marche mieux, les résultats sont meilleurs, la violence diminue et le climat scolaire s'améliore. Vous en parlez avec les politiques, avec l'éducation nationale, avec le ministère? Oui, on en parle. Moi, j'ai été à plusieurs reprises sollicité par les politiques. Mais les politiques sont sur un temps trop court souvent. Et une des choses que, pour ma part, je regrette beaucoup, c'est qu'on voit les échéances à très court terme. Le ministre veut marquer son passage, et pour marquer son passage, il faut qu'il réforme. Et très souvent, la réforme n'est pas sotte, mais c'est trop souvent une réforme de tuyauterie. D'ailleurs, on ajoute un truc ici, on enlève un truc là, on modifie ceci. Alors que ce qui fonctionne dans la tuyauterie, les contenus de savoir, mais aussi la manière dont les personnes se rencontrent et travaillent en pédagogie, on y touche assez peu et ça évolue très peu. Et ça, je le regrette. Cette question de la taille des établissements, comme la question des relations avec les familles, comme la question de l'aide au travail personnel des élèves, comme la question des inégalités scolaires, qui est très grave aujourd'hui, sont des questions qui demandent du temps long et qui demandent qu'on ne change pas son fusil d'épaule tout le temps. Les professeurs sont fatigués. Les réformes sont permanentes et on a vu, et tous les protocoles sanitaires, ne serait-ce que ça, ils s'enchaînent en permanence. Mais on va parler de l'école d'aujourd'hui et de l'école de demain dans 5 minutes, mais je voudrais revenir sur votre parcours. Donc vous devenez donc délégué de classe, si je comprends bien. Oui, absolument. Oui, un délégué remuant. Remuant, c'est-à-dire vindicatif, pour pouvoir justement faire changer les choses, mettre plus d'humanité. Pourquoi? Pour que les relations entre élèves et parents... Pas vindicatif, mais j'étais aussi à l'époque militant de ce qu'on appelle un mouvement d'éducation populaire. Ouais. Et j'avais envie que les méthodes au sein de l'éducation nationale ne se contentent pas d'être de simples cours magistraux, mais que les élèves puissent participer, faire des exposés, on parlait beaucoup de ça à l'époque, travailler en groupe, aller en centre de documentation, qu'on introduise des films et qu'on discute sur les films dans les cours. J'avais envie de ateliers en fait, parce que l'éducation populaire c'est ça aussi, c'est des ateliers parascolaires. Tout ce qu'on a tendance à appeler les méthodes actives, pas du tout parce que les élèves sont passifs autrement, mais parce que là, on les met clairement en activité, on s'appuie sur ce qu'ils font pour voir ce qu'ils vont apprendre. Alors, vous avez d'emblée un parcours atypique, parce que vous êtes d'abord professeur de philosophie avant de passer le CAP, le certificat d'aptitude pédagogique, pour pouvoir être instituteur. Oui, tout à fait. Alors, c'est incroyable d'avoir eu envie de passer du lycée au primaire. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est fait? Parce que j'avais très envie, quand j'ai été professeur de lycée, de découvrir ce qui se jouait dans les premières années. J'avais l'intuition, et ça m'a été démontré à la fois par mon expérience et par les travaux de recherche que j'ai pu consulter, que beaucoup de choses se jouent dans les premières années. Les premières années avant l'école, beaucoup de choses se jouent dans les 2-3 premières années de la vie. Beaucoup de choses se jouent aussi à l'école maternelle, à l'école primaire. C'est là que tout démarre, en fait. Si on n'a pas les bases à ce moment-là, on ne peut pas vraiment acquérir tout le savoir dont on a besoin jusqu'à la terminale. Tout dépend ce qu'on met derrière le mot base. Si les bases, c'est ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux au sens traditionnel du terme,
je mettrai quelques réserves. Si les bases, c'est savoir écouter autrui, savoir s'exprimer, avoir le souci de s'exprimer précisément, de reformuler quand l'autre ne comprend pas, d'être à l'écoute de consignes et de s'efforcer de bien les appliquer, c'est-à-dire de comportements qui sont des comportements qui rendent possible ensuite le travail scolaire, alors oui, il faut très tôt s'occuper de ces choses-là pour que l'enfant ne vive pas l'école comme un monde étranger, mais qu'il s'y inscrive comme un monde dans lequel il peut apprendre et il vient apprendre ensemble avec les autres. Ça veut dire que les lycéens avec lesquels vous avez travaillé au départ, vous les sentiez un peu en dehors du cadre, ou en tout cas, ils ne se sentaient pas complètement acteurs, finalement, pour reprendre les termes que vous employez tout à l'heure, acteurs de ce système-là, scolaire, de l'école ? Ils se sentaient acteurs, mais il y avait un vrai déficit. En particulier, en tant que professeur de philosophie, j'avais essayé d'installer dans mes classes des débats philosophiques autour de thématiques qui intéressaient mes lycéens. Et je me suis très vite aperçu qu'ils ne savaient pas débattre. Ils se coupaient la parole en permanence, ils ne respectaient pas ce que disait autrui, ils improvisaient sans préparer le débat, ils ne savaient pas faire une synthèse à un moment donné, séparer ce qui était de l'ordre des convictions personnelles de ce qui était de l'ordre des faits. Et je me suis dit, ces attitudes-là, il faut les construire très tôt. Il faut les construire très tôt, il faut les construire dès l'école maternelle, dès l'école primaire. Il faut apprendre à se parler, apprendre à chercher la vérité ensemble, apprendre à être exigeants les uns à l'égard des autres. C'est ce que j'ai essayé de faire après, quand j'ai institué en 98 l'éducation civique, juridique et sociale à travers la pratique du débat, ce qui existe aujourd'hui à travers des ateliers philo, par exemple, oui. Mais dont il faut bien dire que ça ne peut pas être du café du commerce. Un atelier philo doit être préparé, il faut donner le sujet à l'avance, que les enfants aient le temps d'y réfléchir, il faut qu'il y ait un président de séance, il faut qu'on respecte la parole de l'autre, il faut qu'on reformule ce qu'a dit l'autre quand on a bien compris pour vérifier qu'on a bien compris. Il y a toute une pratique de ce débat démocratique qui me semble d'autant plus essentielle aujourd'hui que la démocratie est un vrai enjeu pour notre société. Ah oui, alors tout à fait, vous parlez de démocratie, effectivement, il y a beaucoup de sujets à l'école aujourd'hui qui sont très très compliqués, non seulement, effectivement, ne serait-ce que pour aborder l'histoire de France, la décolonisation, par exemple, l'histoire des religions, la Shoah, la Seconde Guerre mondiale de manière générale. Comment on arrive à cela? Comment on fait en sorte que l'école, tout d'un coup, les élèves et les enseignants, qui sont eux aussi perdus, j'ai l'impression, par rapport à ça, puissent tout d'un coup se retrouver, se réunir pour aller dans la même voie, l'idée d'apprendre et d'avancer ensemble et de former de prochains citoyens? Je crois que ce qui pourrait réunir les enseignants et les élèves autour de cette voie que vous définissez si bien, c'est qu'ils cherchent ensemble. C'est qu'en fasse de l'école un lieu de chercheurs. De gens qui ont envie d'apprendre et n'ont pas nécessairement envie de savoir. Alors, je vais faire une petite distinction là. Au contraire, avec plaisir. Savoir, c'est croire qu'on sait, c'est avoir la solution immédiate, c'est être convaincu qu'on connaît tous les problèmes du monde, qu'on sait qui est responsable du malheur du monde. Savoir, ça empêche d'apprendre, parce que ça nous donne le sentiment qu'on possède une vérité, on est comblé par une vérité. Et Socrate disait déjà cela, pour apprendre, il faut savoir qu'on ne sait pas. Et donc, il faut s'engager dans la recherche. Et moi, ce que je crois possible aujourd'hui, y compris dans les situations très difficiles que vous venez de dire et sur lesquelles beaucoup de collègues font un travail remarquable, c'est d'engager les élèves dans un travail de recherche. Tu crois ça? Ben, on va chercher, on va se documenter, on va regarder, on va échanger, on va aller voir quelqu'un. Dès l'école primaire, il faut que l'élève soit un chercheur. On peut l'envoyer faire une enquête chez le cordonnier du coin, chez le menuisier du coin, pour qu'il apprenne à interroger quelqu'un et à ce que la vérité ne soit pas un préjugé, que la vérité ne soit pas un ressenti, un stéréotype, quelque chose qu'il a entendu dans les médias ou dans la publicité, mais quelque chose qu'il a trouvé. Et je pense que si le professeur se comporte lui aussi un peu comme un chercheur, s'il cherche des documents, s'il les met à disposition des élèves, s'il est dans une situation d'apprentissage avec, alors je pense qu'on ne résout pas tous les problèmes, bien sûr. Mais je pense qu'on avance très sensiblement vers une école de l'émancipation et de la solidarité. Mais alors justement, ces deux mots sont très importants parce que émancipation et solidarité, il faut aussi que ce soit possible pour le professeur lui-même. Est-ce que les professeurs se sentent libres de ça aujourd'hui ?
Les professeurs sont un peu malheureux aujourd'hui, il faut bien le dire. Le professeur en France est quelqu'un qui ne se sent pas très bien. Pas très bien pour quelle raison? Parce qu'il ne se sent pas aimé, pas soutenu? D'abord, il faut dire que son statut social n'est pas à la hauteur des professeurs des autres pays européens. C'est la réalité. Le professeur français est mal payé. Il se sent au-delà de cela un peu, pas méprisé, mais il a le sentiment que la société lui demande de résoudre tous les problèmes, que dès qu'il y a un problème sociétal, l'écologie, les attentats, on se tourne vers l'école et on dit l'école va résoudre ça, et qu'en même temps, la société ne lui fait pas confiance et rame contre lui. Il a le sentiment qu'on lui demande d'être exigeant avec les élèves, de ne pas être dans l'ironie permanente, etc., mais que les médias vont, par exemple, faire exactement le contraire de ce qu'on leur demande de faire, eux, avec les enfants. Ils ont le sentiment que des parents vont intervenir et dire « on veut absolument que vous fassiez réussir notre fils ou notre fille », mais ils ne sauront pas les faire coucher le soir avant 2 heures du matin parce qu'ils seront devant leur jeu électronique. Et ils ont le sentiment d'être un peu seuls, qu'on leur a délégué des missions extrêmement importantes sans leur en donner toujours les moyens et en étant un peu isolés du reste de la société. Je crois que ce dont ont besoin les enseignants, c'est de solidarité avec eux. De solidarité avec eux, solidarité de la société, des médias, des familles. C'est pour ça que je suis si heureux qu'une chaîne comme la vôtre existe, parce que c'est une chaîne qui est un signal de solidarité à l'égard de l'effort éducatif de la nation. Et oui, parce que l'éducation est au cœur de tout et on le sait. Voilà, et qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Un enfant, c'est pas simplement l'école qui l'élève, ce sont ses parents, ce sont les médias, c'est la ville, c'est le tissu associatif, les mouvements d'éducation populaire. Et les professeurs ont besoin de ne pas se sentir seuls, mais d'être dans un projet éducatif sociétal au sein duquel ils se sentent respectés. Mais Philippe Mérion, on l'a vu avec le Covid et cette pandémie, les infirmiers qui étaient complètement délaissés avant, tout d'un coup, on les applaudissait à 20h, puis maintenant, aujourd'hui, c'est pareil, à nouveau, tout le monde s'en fiche, mais enfin bon, là, voilà, ils ont repris leur petite vie et puis c'est pas important, et puis leur salaire, on s'en préoccupe pas. J'ai l'impression que les professeurs, c'est pareil. Est-ce que c'est une maladie française ? Je ne sais pas. Je pense que c'est un peu une maladie de la modernité que de faire en sorte qu'une actualité en recouvre une autre. Aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine recouvre le Covid. Le Covid avait recouvert une autre actualité. On parle de l'Ukraine, on ne parle plus du Yémen, on ne parle plus d'autres catastrophes humanitaires qui ont lieu ici. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de l'Ukraine. Je dis simplement que nous avons des emballements successifs qui effacent à tort les autres problèmes. Et on a oublié que les infirmières étaient au front. On a oublié que les gens qu'on a appelés, j'ai oublié comment on les appelait, ceux qui s'occupaient des transports, ceux qui s'occupaient pendant la période du Covid, de toutes ces fonctions fondamentales dont nous avions besoin alors que nous étions confinés. Ces gens étaient en première ligne et nous avons besoin d'eux, mais on les a oubliés aujourd'hui. On les a oubliés aujourd'hui et je pense que essentiel, en fait. L'éducation a pour fonction de donner à chacune et à chacun la compréhension de la complexité du monde. Et le monde, c'est pas une chose qu'on voit, puis on l'oublie, puis on regarde autre chose. Le monde, c'est un ensemble d'éléments dont il faut voir qu'ils sont en interaction, qu'aujourd'hui, le sort de ceux et celles qui s'occupent de l'humain, que ce soit les infirmiers, les infirmières, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit les professeurs, est trop souvent sous-estimé. On valorise, et à juste titre, les métiers qui s'occupent de la technique, mais on est trop souvent peu attentif à l'égard de ceux et celles qui s'occupent de l'humain et qui sont pourtant au cœur de notre avenir commun. Et oui, il ne s'agit absolument pas de décrier les autres métiers, c'est juste de mettre en valeur, effectivement, ceux qui vont nous aider à faire la société de demain. Alors, tout le monde y va de son analyse pour tenter de comprendre, justement, à quel moment ça pêche à l'école. Est-ce que c'est en primaire que ces fameux acquis, on n'a pas tout à l'heure des savoirs fondamentaux, ce fameux titre générique dont on parle, mais on a beaucoup parlé des maths et du français, puisque les chiffres sont sortis. La France est un peu dans vraiment les mauvais élèves de l'Europe. À quel moment on peut espérer, et comment d'ailleurs, je sais, on ne va pas faire une dissertation là-dessus, mais c'est de comprendre quel est votre avis là-dessus, ces fameux savoirs fondamentaux. Pourquoi aujourd'hui on s'en préoccupe tant et pourquoi on a un problème avec savoir lire, savoir écrire et savoir compter ? Alors, peut-être d'abord une petite nuance par rapport à ce que vous avez dit. Les enquêtes internationales, dont les méthodologies peuvent être discutées, montrent surtout quelque chose. Non pas que la France est très en retard, elles montrent que la France
est un pays qui crée des inégalités plus qu'ailleurs. Oui. La France produit, entre guillemets, j'aime pas du tout ce mot, d'excellents élèves que les États-Unis nous envient et qui viennent chercher pour leurs universités, mais elle produit aussi, le mot est toujours aussi terrible, des élèves qui décrochent, des élèves qui n'arrivent pas à s'en sortir, et le fossé entre les uns et les autres ne cesse de s'agrandir. Ça, c'est une véritable préoccupation, et la France est, je crois, un pays qui doit s'intéresser à ce problème des inégalités. Alors comment ? À travers, bien sûr, ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux. Mais les savoirs fondamentaux, c'est pas simplement lire, écrire, compter. C'est aussi parler, comprendre, c'est aussi aller à la recherche de la vérité, Oui, c'est aussi s'exprimer à travers l'art, par exemple. Moi, je pense que rien n'aide plus à dépasser sa propre violence que de la métaboliser à travers la littérature, à travers le cinéma et tout un tas d'autres choses. On aurait tort de dire que les savoirs fondamentaux, c'est simplement des savoirs techniques de lire, écrire et compter. D'ailleurs, Jules Ferry lui-même disait que ce qui sépare l'école de l'Ancien Régime de l'école de la République, c'est que dans l'école de la République, en plus de lire, écrire et compter, on fait du dessin, des promenades scolaires, on a un musée scolaire dans la classe qui est aussi un lieu que vont pouvoir venir regarder les parents, on fait des travaux manuels, on va faire un herbier, on va faire du dessin, on va faire du chant, et tout cela ne va pas être amputer le temps qu'on met à lire écrire, mais ça va venir au contraire donner à l'enfant une sorte d'assise personnelle qui va lui permettre d'aborder dans de bien meilleures conditions le lire, écrire, compter, respecter autrui, apprendre les disciplines fondamentales. Mais ça, je l'entends complètement, effectivement, et c'est très très important, mais je reviens juste par rapport au niveau quand même des élèves français en maths, qui est quand même très mauvais, et en français aussi. Comment c'était possible ? Pourquoi il y a 30 ans, on n'avait pas ce constat, et aujourd'hui, manifestement, on est tous inquiets ? On est inquiet, effectivement. Le niveau en mathématiques est moins catastrophique qu'on ne pourrait le croire. En revanche, je pense réellement qu'il y a un problème sur la maîtrise de l'écrit. Je pense que nous avons à faire un effort collectif. Et là encore, l'école, mais aussi l'ensemble des acteurs sociaux autour de la maîtrise de l'écrit. La maîtrise de l'écrit aujourd'hui est plutôt bien assimilée par les filles, très mal par les garçons. On a un écart considérable sur cette question-là, la réussite des filles et l'échec des garçons, en particulier des garçons des milieux populaires. Il y a toute une partie des garçons dans les milieux populaires pour lesquels le passage par l'écrit, et a fortiori s'il y a un peu de poésie, c'est l'abdication de leur virilité. On a tout un tas de garçons qui aujourd'hui à l'école pensent que obéir à la maîtresse, à une école qui vive comme un monde essentiellement féminin, c'est les réduire à un état, alors je vais être grossier, mais de pédé ou de lopette. Voilà. Mais ça vient d'où ça ? Ça, je pense que ça s'inscrit dans une histoire française, dans une tradition, dans quelque chose qui me semble renvoyer à la fois à la répartition des rôles au sein de la famille. Le père, c'est quelqu'un dont on ne voit pas le travail. Le père, c'est James Bond. Il part le matin, il va sauver le monde, il revient, il est très fatigué, il a fait des choses extrêmement importantes, mais il ne dit pas ce qu'il a fait. La mère, on la voit travailler. Elle range, elle fait la vaisselle, elle range le linge, etc. Donc la fille voit travailler sa mère, le garçon ne voit plus vraiment travailler son père. Mais ça, c'est un peu ancestral comme vision du couple, de la famille et de la femme. Non, je crois que c'est encore très, très largement dominant, ça. C'est très, très largement dominant. Et puis, il y a probablement quelque chose dans le fait que l'école est un milieu féminin, que la fille se retrouve mieux dans la discipline scolaire, qu'elle ne voit pas dans le fait de se soumettre à la discipline scolaire une forme d'abdication de son identité. Et mes collègues sociologues montrent que, par exemple, à 12 ans, les filles ont écrit, pour l'immense majorité d'entre elles, un carnet, un journal, des invitations d'anniversaire, des tas de choses, et elles ont une relation avec l'écrit qui est une relation plutôt positive. Ce n'est pas le cas des garçons, et particulièrement des garçons des milieux populaires. Et là, nous avons un véritable effort à faire, collectif, pour redonner à l'écrit son attraction. Il faut faire écrire des lettres d'amour et même des lettres d'insultes. Il faut redonner le goût de l'écriture, parce que, il me semble, et je crois que c'est confirmé par toutes les enquêtes, que entrer dans l'écrit, prendre du plaisir à écrire, à lire et à écrire, c'est au fond la clé de
toutes les réussites. Réussite personnelle, réussite scolaire et réussite professionnelle. Ce qu'on appelle l'intention scripturale dans notre jargon, c'est-à-dire le fait de trouver du plaisir à écrire, comme les hommes ont trouvé du plaisir à écrire dans l'histoire de l'humanité. Vous savez pourquoi ils ont écrit, les hommes, dans l'histoire de l'humanité? Parce que leur mémoire était défaillante, il fallait faire des listes, parce qu'il fallait parler à des gens qui étaient loin et qu'on ne pouvait pas s'adresser à eux par la voix, il fallait leur envoyer une lettre. Eh bien, il faut que l'enfant redécouvre que l'écrit est libérateur et que l'écriture, c'est ce qui va le libérer, et que par l'écriture, il va rentrer dans un univers qui est celui de l'intelligence du monde, et qui va comprendre le monde, et qui va plus s'en tenir à des slogans, à des fake news, etc., qui va devenir un chercheur, et ça, l'école peut le faire. Mais vous avez vu, j'imagine, tous les ateliers qui sont proposés, mais aussi toutes les formes d'art qui sont proposées pour justement ouvrir garçons et filles, hommes et femmes, à ce type de forme d'écrit ou de lecture ou d'intérêt pour le mot, pour le verbe, et notamment avec le slam, avec les concours d'éloquence. C'est super. Et voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. Ah oui, c'est super. Malade, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste. Évidemment, on ne peut pas ne pas le connaître, c'est un ancien professeur. Donc oui, bien sûr, tout ceci est formidable, tout ceci est positif. Ça reste, me semble-t-il, insuffisant. Ça reste insuffisant parce qu'une enquête récente nous le montre, les adolescents lisent de moins en moins, en particulier. Ils lisent des mangas. Et encore, pas toujours les bons mangas. Moi, j'aime bien les mangas. Et je pense que les mangas, ça peut être une entrée extraordinaire dans la littérature. Les mangas, ça pose le problème du pouvoir, de la sexualité, ça pose le problème... C'est un univers post-apocalyptique, hein, oui. Ça se passe après Hiroshima. Et puis il y a le dessin, donc c'est de l'art aussi. Enfin, je veux dire il y a les de deux l'art sont par très le belles. dessin, et puis, d'une certaine manière, les mangas, c'est de la mythologie, un peu comme la mythologie grecque, hein. On peut amener des gens, des mangas vers Homère. Et j'en suis profondément convaincu. Moi, avec mes élèves de lycée professionnel, je partais, c'était pas tout à fait des mangas à l'époque ou le début des mangas, et on arrivait à la Théogonie d'Hésiode, parce que le manga renvoie à une grande mythologie, à quelque chose qui va finalement nous permettre d'entrer dans les invariants de la littérature. La guerre des étoiles, c'est quoi? C'est une mythologie. Les geeks de la guerre des étoiles, on peut les amener très facilement à étudier les chevaliers de la table ronde, parce que c'est les mêmes enjeux dans la guerre des étoiles et dans les chevaliers de la table ronde. Et presque aujourd'hui, dans notre société actuelle, finalement, on les voit, les chevaliers. Vous parlez justement de cette pédagogie, la pédagogie des professeurs, ou cette pédagogie vers la lecture ou le sens de l'écriture. Et puis, vous parlez beaucoup de pédagogie. Vous avez écrit sur la pédagogie, justement. Est-ce que la formation des professeurs, aujourd'hui, leur permet d'être de bons pédagogues ? Par exemple, en invitant les élèves à aller vers les mangas dont vous parlez, ou vers d'autres formes justement d'attrait pour la lecture et l'écriture qui leur permettraient peut-être de s'intéresser autrement. Moi, je ne dirais pas qu'il faut inviter les élèves à aller vers les mangas. Il faut prendre les élèves là où ils sont et comme ils sont. Ils aiment les mangas, on les prend comme ça. Mais il ne faut pas les laisser là où ils sont. Ils aiment les mangas, il faut leur faire aimer Homère. Et c'est ce trajet, cet accompagnement-là qui est le travail du pédagogue. Et cet accompagnement-là, je pense qu'il n'est pas suffisamment travaillé dans la formation des enseignants. Alors, je vais sortir de mon obligation naturelle de réserve. Je crois que la formation des enseignants a été très mise à mal depuis de nombreuses années. Depuis combien de temps ? Depuis la fin des écoles normales d'instituteurs, et je crois qu'on a tâtonné. On a fait des choses qui étaient plus ou moins bien, et puis chaque gouvernement a défait ce qu'avait fait le précédent, et puis a refait des choses. Tout ça s'est télescopé, et nous avons aujourd'hui une formule qui est, comme on dit chez moi, ni fait ni à faire. Et puis, si la formation initiale est un peu chaotique, la formation continue est extrêmement sinistrée. Vous savez que l'État exige des entreprises privées qu'elles consacrent une part de leur budget à la formation continue de ses personnels. Eh bien, moi, je souhaiterais que l'État fasse de même avec ses propres personnels, qui consacrent autant d'argent qu'il n'exige des entreprises privées qu'elles en consacrent pour la formation de ses propres personnels, la formation continue de ses propres personnels. On en est très, très loin. Vous avez l'impression qu'ils sont complètement hors sol, finalement, par rapport à ce qui se passe dans la réalité, sur le terrain ? Et là, je parle au moins sur le plan de l'éducation. Hein. Vous parlez des politiques ? Oui. Et donc du personnel qui va avec, puisqu'on parle de la formation du personnel. Je ne suis pas certain que les politiques soient complètement hors sol. Je pense qu'ils sont trop dans le court terme et ils sont trop dans l'idéologie un peu facile.
Voilà. C'est-à-dire n'est-ce pas pire dans ce cas? Hein? N'est-ce pas pire? Ouais, ils sont dans une forme de pensée magique. Voilà. Je me souviens d'un ministre à qui j'avais dit « Mais ce que vous êtes en train de faire sur la formation des maîtres, ça ne peut pas marcher. Vous voyez bien que ça va mettre les gens en difficulté, etc. » Et qui m'avait répondu « C'est pas mon problème, l'intendant suivra. » Eh bien, je pense que réfléchir comme ça, penser comme ça, c'est pas penser avec les gens. Il faut penser avec les gens qui seront les usagers, les utilisateurs, les citoyens sur le terrain. Et penser avec eux, ça veut dire concevoir les choses avec eux, ça veut dire les associer un peu plus. Et là, depuis quelques années, on a le sentiment qu'on les associe de moins en moins. Et c'est un peu préoccupant. Et puis la pédagogie dont on parlait, quand on parlait par exemple d'un enfant qui effectivement s'intéresse au manga et donc aller plus loin avec lui grâce à ce support-là qu'est le manga, ça implique quand même une formation des professeurs qui soit extrêmement large, extrêmement nourrie. Bien sûr. C'est quand même compliqué, je l'imagine. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour un professeur, comment peut-il effectivement en permanence s'adapter à ses élèves? Surtout qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'école inclusive. Oui. L'école inclusive, c'est-à-dire une école qui s'attache à inclure chacun en dépit de ses difficultés ou de son handicap. Mais inclure, ça ne veut pas dire simplement asseoir dans la classe. Hein. Un élève porteur de handicap assis dans la classe, s'il ne participe pas aux activités de la classe, il n'est pas inclus. Hein. Il est exclu de l'intérieur. Ce qui est presque pire. Et je pense qu'aujourd'hui, les professeurs sont souvent très culpabilisés parce qu'on leur demande d'inclure des enfants sans leur donner les clés en termes de psychologie de l'enfant, en termes d'outils pour les aider à progresser, en termes de formation sur ce qui pourrait être des activités où participent à la fois ces élèves en difficulté et les autres élèves. Donc on leur demande une tâche qu'on ne leur donne pas véritablement les moyens de faire. Et ça les mine un peu, parce que dans l'immense majorité des cas, il y a toujours des exceptions, mais les professeurs sont des gens généreux, qui luttent pour la justice sociale et qui veulent promouvoir la justice sociale. Et rien n'est plus fatigant que de ne pas arriver à faire ce qu'on voudrait faire. Vous savez, moi je dis toujours, mais c'est un de mes maîtres en pédagogie qui disait cela, ce qui nous fatigue, c'est pas ce qu'on fait. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Et aujourd'hui, les professeurs sont fatigués, non pas par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils n'arrivent pas à être ces vecteurs de justice sociale qu'on voudrait qu'ils soient. Faute de moyens, faute de formation, faute de support de la société aussi. Ouais. Hein ? Je pense que toute la société doit être impliquée. L'éducation, il faut tout un village pour élever un enfant. Il faut des professeurs, il faut des parents et il faut que tout le monde se sente concerné par la question de l'éducation. D'où ce fameux dictionnaire inattendu de la pédagogie. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, c'est à destination de qui? Oui, alors ça, c'est un livre qui m'a amusé. C'est un livre dans lequel j'essaye d'aborder la question pédagogique par le biais, un peu, par des chemins de traverse. Voilà. Alors, c'est à la disposition et à l'intention de tout le monde, aussi bien les parents que les enseignants, les éducateurs. Mais on va y trouver des choses un peu bizarres. On va y parler de placebo. Alors, on parle de placebo en médecine. Je parle de placebo en pédagogie aussi. Mais on va y parler de choses comme l'arpentage, la découverte du terrain par un enfant, le terrain d'aventure, pourquoi c'est important et pourquoi il vaut mieux que l'enfant ait un terrain d'aventure plutôt que de rester devant sa télévision avec son joystick. On va y parler de toutes ces choses dont on parle assez peu et qui font l'éducation au quotidien, aussi bien des familles que des enseignants. Alors, vous avez soutenu une thèse en 83 sur les pratiques de groupe en situation scolaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous portez comme regard sur ce sujet-là ? Parce que ça m'intéresse vraiment de comprendre, puisqu'on parle justement en permanence de l'implication des professeurs, de l'idée de réunir à la fois professeurs et élèves, mais aussi parents, et on va en parler justement de l'importance des parents dans tout ça, parce qu'ils sont, c'est très important ce sujet-là, mais de privilégier le collectif à défaut de l'individualisme. Alors, le collectif, c'est le fond de l'école. Hein. L'école, c'est à la fois fait pour apprendre et apprendre ensemble. Et depuis le début, dans l'école de la République, le ensemble est aussi important que le apprendre. On apprend ensemble parce que ce sont des individus singuliers qui arrivent, qui se retrouvent dans la classe et qui vont partager les mêmes savoirs. Chacun va rester lui-même, on ne demande pas à personne d'abdiquer sa personnalité, mais on lui demande de partager les mêmes connaissances. C'est-à-dire qu'on fait du singulier et qu'avec ce singulier, on fait du commun. Voilà, ça c'est absolument fondamental, mais c'est compliqué. Alors vous évoquez les travaux de groupe, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Faire travailler des enfants ensemble, c'est pas facile.
Et il ne suffit pas de leur dire, allez, vous êtes 5, vous allez faire un beau panneau sur un pays d'Afrique ou sur un papillon. Parce que si on dit ça, on fait quoi? On fait en sorte que celui qui sait écrire, écrit. Celui qui sait dessiner, dessine. Celui qui a des images chez lui, les apporte. Celui qui ne sait pas dessiner, qui ne sait pas écrire, qui n'a pas d'image chez lui, il ne fait rien. Et heureusement qu'il ne fait rien, parce que s'il faisait quelque chose, le panneau serait raté. Si on demandait au mauvais dessinateur de faire le dessin, le panneau serait raté, la maîtresse ne serait pas contente. Donc il y aura les concepteurs, les exécutants, les chômeurs, et puis les gêneurs qu'on essaiera de refiler au groupe d'à côté. Ce n'est pas la coopération, ça. C'est pas la coopération. La coopération, c'est un dispositif dans lequel chacun va contribuer à la réussite de tous. La plus belle image de la coopération, c'est un collègue américain qui me l'a fourni, c'est l'image du puzzle. Chacun est une pièce du puzzle et à travers le fait que toutes les pièces s'emboîtent, chacun va avoir une vision de l'ensemble. Si, par exemple, je confie à 4 ou 5 élèves une petite étude d'une partie et que je leur demande ensuite de mettre en commun ce qu'ils ont travaillé pour créer quelque chose, eh bien, alors là, je fais vraiment coopérer mes élèves parce que chacun aura quelque chose à dire et à apporter aux autres. Ça, c'est de la vraie coopération. Et faire construire du commun, c'est fondamental à l'école. Construire du commun. L'école, elle est là pour ça, évidemment. Dans une société où, comme vous le dites si justement, nous sommes menacés par le triomphe de l'individualisme. Et oui, on va devoir s'arrêter là, je suis désolée, parce qu'on est pris par le temps. Et j'aimerais tellement vous poser d'autres questions, Philippe Mérieux, mais j'espère que vous reviendrez ici sur ce plateau-là, parce que j'aimerais parler évidemment de rythme scolaire avec vous, évidemment de collège unique, évidemment de l'importance du lien collectif et justement de se partager des parents avec ce monde de l'école. Mais voilà, l'émission a son temps aussi, mais j'espère que vous reviendrez. Merci encore d'avoir été avec nous. Et merci de ce beau travail que vous faites pour faire connaître l'éducation. Mais surtout, merci à vous, parce qu'on n'arrête pas de se remercier. Mais non, mais merci de ce que vous faites pour la société, surtout. Restez avec nous, en tout cas, juste après la pub. Eh bien, on reçoit Juline Anquetin-Rault. Elle a été élue meilleure prof de France. À tout de suite. De retour sur le plateau du Grand JT, on a vécu un moment absolument extraordinaire. Je vous en propose un deuxième, mais évidemment, on va en parler de ce moment avec Philippe Mérieux. Avec Juline Anquetin-Rault, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci, bonjour. Vous êtes enseignante d'histoire-géographie au centre de formation Simone Veil à Rouen. Vous avez été désignée comme meilleure professeure de France et classée parmi les 10 meilleurs professeurs au monde. Oui, madame, oui, par le Global Teacher Prize, l'équivalent en gros du prix Nobel dans le milieu de l'enseignement. Non mais attendez, mais bravo. Merci. Ça perd l'hippopète, bravo. Merci. Non mais c'est extraordinaire. Oui, c'est une aventure complètement folle, ce Global Teacher Prize. Et effectivement, je trouve que l'associer au Nobel, ça explique vraiment ce que c'est plus que d'être meilleur professeur, qui pour moi ne veut rien dire et je me considère absolument pas comme ça. Je trouve que le Nobel, c'est vraiment ça, parce que ça viendrait à personne, à l'idée de personne, de dire que celui qui reçoit le prix Nobel de médecine, c'est le meilleur médecin du monde. Vous voyez, c'est un peu cette idée de, c'est vraiment, ça récompense un travail. Il y a plusieurs critères. On vient chercher la pédagogie, mais aussi ce qu'on fait en dehors de notre salle de classe, notre investissement pour former le citoyen, ce qu'on a fait pendant la pandémie, ce qu'on a mis en place, quel impact on a sur la profession, les résultats qu'on a. Donc c'est vraiment un prix qui récompense énormément de choses, qui est basé sur énormément de critères. Et c'était extraordinaire d'être la première prof française à arriver dans le top 10. Ça, c'était. Alors, on va en parler de votre parcours, mais on vient à l'instant d'avoir une interview remarquable avec Philippe Mérieux. Vous êtes arrivé en plateau dans le secret. Et j'ai vu vos yeux comme ça, émerveillés. Vous avez assisté à l'interview, mais à l'extérieur du plateau. Qu'avez-vous pensé, non pas de tout ce qu'a dit Philippe Mérieux, parce qu'on ne peut pas débattre de tout, mais en tout cas de son regard sur l'école d'aujourd'hui et de demain? Je suis d'accord avec lui sur énormément de choses, et notamment sur la formation des enseignants. Quand il dit que c'est ni fait ni à faire ce qu'il y a dans formation initiale et ce que la formation continue, elle pêche à beaucoup d'endroits, je suis totalement d'accord, parce que moi-même, quand j'ai passé le CAPES, je trouvais ça absurde ce qu'on me demandait. Comme quoi, par exemple? D'apprendre des listes, je devais apprendre tous les papes dans l'ordre du XVIe siècle, je devais apprendre tous les empereurs byzantins entre le 8e et le 13e siècle, etc. Enfin, c'était complètement absurde, et à aucun moment on m'a parlé de la dyslexie, des troubles de l'apprentissage,
que si j'avais un enfant autiste dans ma classe, comment ça fonctionnait. À aucun moment on me parle de Montessori, de Freinet, de De Crowley, de grands pédagogues. On me parle pas des écoles démocratiques, on me parle pas de pédagogie en fait. Le seul moment où j'ai entendu parler de pédagogie, c'est quand on a fait venir 2 professeurs. Alors à l'époque, ça devait être l'IUFM, je pense, qui étaient vraiment sur le terrain et qui nous ont expliqué comment enseigner l'éducation morale et civique. Et là, moi, j'ai les yeux qui brillaient. Je me disais, voilà, là, on me parle de mon métier. Mais avant, ça reste flou, ça reste abstrait. Voilà. Alors aujourd'hui, le CAPES a changé. Hein. J'ai discuté avec des élèves, des étudiants qui passent le CAPES actuellement. On a mis plus de pédagogie, on a changé certaines choses, mais c'est encore trop peu. C'est encore trop peu. Aujourd'hui, un enseignant, il arrive, il obtient le CAPES ou l'agrégation. Il arrive 2 mois après dans ses classes. Il ne sait pas ce que c'est que les troubles de l'apprentissage. Il ne sait pas ce que c'est que la science de mettre des notes, de noter. Il ne sait pas comment gérer la discipline. Il ne sait pas comment pense un adolescent, comment fonctionne un cerveau, les neurosciences, les sciences cognitives. C'est tout ça qui devrait être dans la formation initiale et dans la formation continue. J'ai un collègue qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit j'ai eu une formation sur l'individualisation au lycée. Donc un formateur vient au lycée, oui. C'est son domaine d'expertise. La première chose qu'il leur a dite, laissez tomber, l'individualisation au lycée, c'est impossible. Ah oui, non. Comment ce formateur peut ne pas connaître la classe inversée, la classe renversée, la classe autonome? C'est pas possible. Mais alors, grâce à ce prix que vous avez reçu, grâce à toutes les interviews que vous avez faites, est-ce que vous êtes entendu justement par le ministère, par les politiques, pour pouvoir justement porter cette voix aujourd'hui? Mais moi, c'est pour ça que j'ai fait ce concours. Je veux dire, quand j'ai vu ça fonctionner devant mes classes, quand mes élèves me disaient « mais pourquoi on ne nous a pas toujours appris comme tu fais? Pourquoi on ne fait pas de la classe autonome depuis qu'on est tout petit, etc. » Je me suis dit il faut diffuser cette méthode. Donc j'ai fait ce concours pour avoir cette voix. Aujourd'hui, effectivement, ça m'a donné une voix et je remercie vraiment la Fondation Varquet pour ça. Mais cette voix, elle me permet d'être entendue par les acteurs de terrain. C'est déjà ça. Réellement. Et c'est exceptionnel. Aujourd'hui, je commence à former des enseignants. Je vais en France, je vais en Belgique, je vais former des enseignants à la classe autonome. Alors justement, l'éducation nationale, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Je les invite. J'invite le ministre. J'aimerais beaucoup l'avis de Brigitte Macron, qui était une professeure passionnée sur ma classe autonome, mais j'ai du mal à aller avoir leur oreille, malheureusement. Bon, je pense qu'on va arranger ça. School va permettre ça aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, à force d'en parler, à force de voir que ça marche, à force de voir que votre pédagogie, votre façon d'enseigner fonctionne et plaît, peut-être que les oreilles vont s'ouvrir et puis il faut peut-être balayer un peu devant sa porte, avoir un peu d'humilité par rapport à tout cela pour que chacun puisse entendre. Oui, être professeur, c'est se remettre en question tout le temps, c'est apprendre toute sa vie. C'est la classe autonome, moi, elle évolue tout le temps. Il y a encore cette semaine, je me suis rendu compte d'un atelier qui si ça n'allait pas, je voyais que les élèves avaient une difficulté dessus, plusieurs élèves, plusieurs fois. Je me dis, je l'ai mal pensé, il est mal fait, je refais, l'année prochaine, je fais autrement. J'ai des professeurs qui me contactent pour me dire, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ok, on essaie de comprendre pourquoi ça fonctionne pas et peut-être on change, c'est pas dogmatique. Alors, on revient au début du démarrage, d'accord? Oui. Pour arriver à la classe autonome. Mais la première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir professeur, déjà? J'ai toujours voulu être professeur. C'est-à-dire toute petite? Ah oui. Ma mère peut vous dire que je jouais dans ma chambre, je mettais des cahiers par terre alignés, ça faisait des classes, ça faisait des tables et je jouais à la maîtresse déjà toute petite. Et j'ai voulu enseigner tout ce que j'ai appris en fait. J'ai appris la danse classique, je voulais être professeur de danse classique. J'ai appris le théâtre, je voulais être professeur de théâtre, ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai passé mon permis de conduire, je me dis tiens, je pourrais peut-être être monitrice d'auto-école. J'ai toujours voulu tout enseigner. C'est l'idée de transmettre. Mais oui, bien sûr, c'est la pédagogie avant tout. Et quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis je suis pédagogue en fait. Parce que j'enseigne tellement de matières que d'expliquer vraiment ce que je fais dans la vie entre le matin, le midi, l'après-midi, je fais des choses tellement différentes. Je dis, moi, je suis un pédagogue, en fait. J'aime la pédagogie, j'aime transmettre. C'est ça qui m'anime. Et alors, au début, donc, vous le dites, vous avez passé le CAPES, vous commencez à enseigner. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Un jour, vous dites, j'en ai marre, je viens de comprendre que j'enseignais pas de la bonne façon et finalement, il faudrait que je m'intéresse à d'autres pédagogies. Vous évoquiez Montessori tout à l'heure. Et vous décidez de créer un autre procédé? Mais je me souviens très bien du jour, parce que ça m'a vraiment marqué. C'était un dimanche de novembre pluvieux, j'étais dans mon canapé, j'étais chez moi, je vais sur internet et je cherche des vidéos de pédagogie, je me dis qu'est-ce qui existe, j'ai envie de connaître. Mais pourquoi vous cherchez des vidéos déjà? Mais parce que moi j'ai toujours voulu enseigner de façon à ce que ce soit intéressant. Ma maman est toujours formatrice en entreprise et elle m'a toujours dit si les gens bâillent en face de toi, tu as perdu.
faut que tu sois percutante pour que ça fonctionne. On est bon. Tu peux pas faire un cours magistral et les gens vont s'endormir. Il faut mettre de l'énergie, il faut varier les supports. Moi, j'ai ça de ma maman déjà. Et en fait, je cherche de pédagogie sur Internet et je tombe sur une vidéo de Céline Alvarez et je suis tombée comme ça dans mon canapé en me disant, mon Dieu, qu'est-ce que je fais depuis 10 ans ? En fait, je fais ce que je connais. Ce que j'ai vu de mes professeurs, je reproduis. Ce qu'on m'a appris, en fait. Voilà, je reproduis. Mais je vois bien que ça ne fonctionne pas, ou ça ne fonctionne pas assez bien, pas autant que je l'aimerais. Et alors, qu'est-ce que vous voyez dans la vidéo qui fait que, tout d'un coup, vous tombez de votre chaise ? Qu'elle a développées à Gennevilliers. Je vois le sourire des enfants. Je vois des enfants travailler dans une classe et je ne vois pas l'enseignant. Je me dis, mais il est où ? Où est l'enseignant ? Il n'y a plus ce côté, l'enseignant sur une estrade avec la classe devant. Je vois des élèves travailler, manipuler des choses, faire à leur rythme. Et donc, je cherche ça. Je me dis d'où ça vient. Donc, je comprends que ça vient de Montessori. Je regarde ce qui existe chez Montessori. Je regarde le film Le Maître et l'Enfant, qui est extraordinaire, qui m'a vraiment donné toutes les clés pour la classe autonome. Je cherche si ça existe pour des adolescents. Quelqu'un l'a-t-il pensé pour des adolescents ? Est-ce que ça existe ? Dans quelle mesure ? Parce qu'il faut comprendre, pour ceux qui nous regardent, que Montessori, ça s'arrête effectivement au CM2. Souvent, c'est CM2, et même Maria Montessori, elle a écrit un tout petit peu sur les adolescents, mais elle n'a pas eu le temps d'écrire beaucoup sur les adolescents. Donc je cherche ce qui existe. Je vois qu'en France, il existe un petit peu des collèges Montessori, mais il n'y a rien, il n'y a pas de site internet qui explique concrètement comment ils font, à quoi ça ressemble une classe. Il n'y a pas de caméras qui sont allées dans la classe, on ne sait pas. Et je tombe sur une vidéo d'une dame, Sylvie Desclèpes, qui a un collège Montessori, qui explique un tout petit peu comment elle fait, par exemple, les mathématiques. Et ça m'a donné les clés pour construire, moi, ma classe autonome. Et puis après, ça a été mon instinct de ce que j'ai vu sur le terrain, de ce que je voyais qui fonctionnait, aussi d'aller sur et des méthodes anciennes et du numérique et de la nouveauté, des casques de réalité virtuelle, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut fabriquer, et de me dire, OK, je vais me mettre en retrait. Je vais fabriquer du matériel comme dans les classes Montessori et mes élèves vont pouvoir faire les ateliers dans l'ordre qu'ils veulent comme dans les classes Montessori, seuls ou à plusieurs comme dans les classes Montessori, et tout le matériel doit absolument être autocorrectif. Et pourquoi vous vous distinguez finalement de Montessori alors ? Alors sur beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le numérique, et quand je vais dans des salons ou des conférences avec des gens qui sont très montessoriens, on va dire, quand je leur dis que je fais du numérique, parfois j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, mais j'utilise du numérique. Et puis il y a des choses aussi que je fais par rapport aux adolescents et que Maria Montessori n'utilise pas. Je fais des travaux en groupe aussi beaucoup, et je ne fais pas que de la classe autonome, il y a aussi toujours du cours classique, on va dire lambda, moi ça représente 25% de mon cours. Je n'ai pas voulu tout axer sur une seule pédagogie, parce que je pense que l'éducation, c'est pas une science exacte, qu'il y a des choses qui fonctionnent pour certains profils, pas pour d'autres, pour certaines matières, pas pour d'autres. Et j'ai fait un cahier des charges en disant, il faut que je rentre dans le programme, il faut que je prépare mes élèves à un examen, et il faut en même temps leur donner cette liberté d'avoir des ateliers, d'apprendre en faisant, d'apprendre en manipulant. Et encore aujourd'hui, il y a des jours, je suis bluffée. Je m'arrête, je les regarde travailler et je me dis, mais c'est juste incroyable. Des élèves qui sont des dyslexiques vraiment à haut niveau, qui sont capables de me sortir tous les présidents de la République, de la Ve République dans l'ordre en 5 minutes, juste parce qu'ils ont joué avec des poupées russes. C'est extraordinaire. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est que si ces méthodes font leur preuve auprès des élèves depuis tant d'années, pourquoi est-ce qu'on ne les enseigne pas aux professeurs aujourd'hui ? Je ne sais pas. C'est une question de moyens ? Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas une question de moyens, parce que ma classe autonome, elle coûte pas cher du tout. Hein. Je l'ai mise en place, ça a coûté sur 4 ans, pour révolutionner 4 ans de 4 années, donc CAP première année, deuxième année, BP, brevet professionnel première année, BP deuxième année, en tout, avec des casques de réalité virtuelle, on en a pour 2 000 €. Donc vous enlevez les casques de réalité virtuelle, il y en a pour 800, même 700 €. En dehors des casques de réalité virtuelle, c'est vous qui créez tout. Je vous assure que tous les professeurs ne le feront pas. Exactement. On crée des choses, mais aujourd'hui, moi, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Classe Autonome, la classe autonome. Les professeurs peuvent mettre le matériel qu'ils ont créé. Comme ça, on se le partage et ça évite de repasser des heures à refaire alors que des gens l'ont déjà fait. Il y a des choses qu'on peut créer facilement aussi. On n'est pas obligé de faire que du matériel de manipulation. C'est juste une philosophie de dire je me mets en retrait. Et ce que je veux qu'ils apprennent en termes de compétences et de connaissances, je le mets dans mes ateliers et ils vont l'apprendre, eux, en faisant, en se confrontant à la difficulté, en se trompant. Répéter que l'échec est le meilleur des maîtres, que c'est comme ça qu'on apprend, mais c'est tellement important pour les élèves. Mais pourquoi ça n'est pas plus enseigné ? Moi, je ne sais pas. Et c'est la question que je me suis posée quand j'ai vu les vidéos de Céline Alvarez, quand j'ai vu la pédagogie Montessori, que j'ai vu qu'elle avait écrit ça au début du XXe siècle. Je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas ça ? Parce que moi, dans mes classes,
Les moyennes augmentent de 30%, j'ai plus de problèmes de discipline, j'ai plus d'élèves qui dorment, j'ai plus d'élèves qui gravent la table, j'ai plus d'élèves qui font de boulettes de scotch, j'ai des élèves qui râlent quand la sonnerie retentit, parce qu'ils n'ont pas fini leur atelier. Je rappelle quand même que j'ai des classes de CAP. Je suis professeur d'histoire-géographie, ils ne sont pas là pour faire l'histoire-géographie, et souvent, ils ont un passif avec l'école qui est assez complexe. Et pourtant, ils adorent venir en cours d'histoire-géographie. Donc c'est la forme, en fait. C'est une question de forme. Exactement, de posture de l'enseignant. La posture de l'enseignant, ça devrait être dans la formation initiale. La façon dont on s'adresse aux adolescents, comment fonctionne l'adolescent, la psychologie de l'adolescent. Quand on vous voit, on a les yeux émerveillés, déjà parce que vous êtes absolument formidable, parce que vous nous donnez que du bon. Mais c'est vrai que se pose la question forcément du moral des profs de manière générale, puisque avec cette pandémie, avec l'enfer que vous avez tous vécu avec les protocoles sanitaires, avec l'enfer que l'on sait de l'école aujourd'hui, vos collègues, alors ceux qui essayent de faire la classe autonome, j'imagine qu'ils sont dans cette même énergie, mais il doit y avoir quand même une grosse dichotomie qui s'exerce entre vous. Enfin, je veux dire que tous les profs ne sont pas dans le même état d'émerveillement que vôtre. Mais je trouve que la classe autonome, moi je dis toujours que la classe autonome, ça sauve des enfants, des élèves, mais ça sauve aussi des enseignants. Parce que ça redonne une façon de travailler complètement nouvelle. Ça met le professeur dans une posture complètement autre. Et ça peut redonner la passion du métier, ça peut redonner l'envie de faire. Quand d'un seul coup, on voit sa classe travailler, tout le monde ensemble. Enfin, moi, la première fois que je l'ai vue devant mes yeux, la classe autonome, je ne savais pas si ça allait fonctionner. Je l'avais travaillé pendant tout un été, je l'ai expérimenté. Je suis sortie de ma salle de classe, je suis allée chercher ma directrice pédagogique, j'ai dit « Viens voir ». Elle est rentrée dans ma classe, elle m'a dit « On a quelque chose là. Là, on tient un truc. » Elle dit « C'est pas possible, tu les as changés. » C'est génial. Vous assurez tout le programme ? Tout le programme. On fait tout le programme, bien sûr, parce que les ateliers et les cours sont pensés pour rentrer dans le nombre de semaines de cours qu'on a, qui en CAP est assez peu. On les voit 11 semaines. Donc, comme quoi, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la forme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à voir avec la forme, justement. Je vais même plus loin que les programmes. Sur beaucoup de choses, je vais plus loin que les programmes. Là, hier, j'ai fait un cours sur la discrimination et la sexualité avec mes élèves de CAP. C'est pas dans les programmes. Quand je travaille les religions, on travaille la laïcité. Le programme, c'est la laïcité. Moi, je leur fais voir toutes les religions. Parce que alors, comment vous faites concrètement, pas la laïcité sans comprendre les religions. Sur la classe, justement, sur la religion et la laïcité, comment vous avez opéré de manière différente, j'entends, par rapport au enseignement classique ? Vidéos. Ils ont des vidéos à regarder avec des petits questionnaires. Ils ont des flashcards pour reconnaître les différentes définitions, reconnaître les différents personnages, les différents officiants, le rabbin, l'imam, le prêtre, le pope, le pasteur, le moine bouddhiste, etc. On travaille aussi avec des jeux de rôle. Quand on fait la politique, on apprend les idées politiques. Alors on se lève, on enlève toutes les tables de la classe, on fait une grande ligne au sol avec extrême gauche, gauche, centre, droite, extrême droite, et puis on sort des idées des dernières élections présidentielles. Voilà, je pourrais le remettre à jour avec les nouvelles. Ah, il faut. Et je leur dis, ok, c'est une idée qui vient d'où ? C'est quelle idée ça ? C'est à gauche, c'est à droite, c'est extrême gauche. Et puis ils bougent dans la classe, ils se mettent sur le bon panneau pour trouver d'où ça vient. Et c'est très important. Moi. La formation du citoyen, elle est là. Moi, j'ai des élèves qui vont avoir 18 ans qui me disent gauche-droite, mais je ne sais pas ce que c'est. Ils sont incapables de vous dire ce que c'est. Et je pense qu'à 20 ans, vous interrogez des jeunes de 25 ans, même de 30 ans aujourd'hui, il y en a certainement qui ne savent pas faire la différence. De toute façon, apprendre en s'amusant, apprendre en évoluant avec son corps, avec sa vie, sa modernité. En bougeant, en manipulant, et puis aussi en se confrontant à la difficulté, parce que c'est pas que du ludique. Il y a des moments où on va faire vraiment de la méthodologie pour apprendre la dissertation, pour apprendre à rédiger, mais on peut le faire de façon évolutive, en fait. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ça qui va manquer dans la formation des enseignants. C'est une vraie formation pédagogique. C'est pas parce que tu as étudié Molière pendant 5 ans que tu es capable d'apprendre un élève de seconde à faire une dissertation. Déjà, apprends-lui à reconnaître les types de plans. Propose-lui des exemples, montre-lui des modèles. C'est ça qui est important. Et dernière question, comment réagissent les parents alors ? Parce qu'ils doivent être vraiment émerveillés de voir leurs enfants heureux d'aller en classe et de demander encore le cours. Non, please, pas de sonnerie. Oui, j'ai des parents d'élèves, quand j'ai fait les réunions parents-professeurs, qui me disent « Mais ils nous parlent d'histoire à table. Comment vous avez fait ?» Mais écoutez, je n'ai qu'un mot à dire. Voilà. Félicitations, bravo. Merci. J'aurais tellement aimé vous avoir comme prof et j'aimerais tellement que mes enfants vous aient comme prof, mais vous êtes à Rouen. CFA Simone Veil, Rouen, pâtissier, boulanger, chocolatier. C'est ça, je crois que je vais déménager. Je crois que je vais déménager. Je vais partir pour que les enfants... Allez, vous pouvez, s'il vous plaît, enseigner à la fois un enfant de 11 ans, à la fois un enfant de 4 ans dans la même classe. Alors, elle est tout petite, par contre, je ne sais pas faire. Là, pour le coup, moi, mon travail, c'est les adolescents. J'adore les adolescents. C'est quelque chose qui est un
un âge de la vie qui me passionne et je ne sais pas faire les tout petits. Comme les adultes, c'est pas non plus mon travail, mais les adolescents, ça, oui. Pourtant, on en aurait bien besoin, les adultes aussi. Avec grand plaisir, les adolescents. Merci, Merci à vous Juline de m'avoir invitée. Anquetin-Rault. Bravo, merci beaucoup. Comme chaque semaine, vous le savez, on donne la parole justement aux enfants dans le Grand JT. Et aujourd'hui, on a voulu savoir ce que représentait l'espace pour eux. Regardez. Quand on parle de l'espace, je pense surtout aux planètes, au système solaire, etc. Pour moi, l'air, l'espace, ça me donne l'impression de voler parce que j'aimerais bien regarder comment c'est là-haut et explorer. Je pense que c'est très grand, c'est plus grand que tout. Et est-ce que tu aimerais bien y aller? Ouais, Pourquoi? je pense qu'il y a d'autres planètes qu'on n'a pas découvertes et tout. Moi, ça me fascine. Je regarde le soir avec mon télescope. Des fois, je regarde un peu partout pour voir s'il y a de nouvelles étoiles qui apparaissent. J'aimerais bien aller à l'espace parce que il n'y a pas de gravité, donc on peut voler aussi. Si c'est pas dangereux, je voudrais bien y aller. J'ai peur, par exemple, qu'il y ait des astéroïdes, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur. Mais sinon, s'il y avait vraiment zéro danger, j'irais sans souci. On va aller dans l'école d'astronaute. Et tu connais Thomas Pesquet? Oui, c'est quelqu'un, en fait, je connais pas. Pourquoi pas bosser à la NASA Ouais, ce serait bien. Après, il faudra toujours parler anglais, mais ça me dérangerait pas si c'était juste ça. Ils sont fabuleux, ces mots d'enfants. C'est propos recueillis par Agathe Delannoy, qui est partie à la recherche de ces petites perles. Ça vous très émouvant de les voir. Ah oui, non, mais moi, vous mettez avec des élèves, des enfants, c'est ma vie, c'est toute ma vie, j'adore ça. Le côté pragmatique, si c'est pas dangereux, c'est bon. Ah oui, très pragmatique, il faut parler anglais. Si c'est pas dangereux, ok, je peux y aller, c'est génial. Mais c'est ça, c'est éveiller la curiosité. En fait, aujourd'hui, on ne peut apprendre des choses que si on éveille la curiosité, parce qu'on le sait, on ne retient pas ce qui nous ennuie, et les neurosciences vont dans ce sens, de dire qu'on ne retient pas ce qui nous ennuie. Donc il faut créer la curiosité. C'est ça qui est important. Et tout professeur devrait se poser cette question-là. Il faut créer la curiosité d'abord. Alors vous avez voulu être enseignante très jeune. Mais justement, c'est l'heure de Souvenirs d'écoliers. Cette semaine, Malika Ménard reçoit Olympe. Le chanteur lui a confié comment il voyait l'école de demain. Regardez. L'école de demain, c'est quoi pour vous? L'école de demain, c'est quoi? Peut-être des établissements où la bienveillance est de mise, où tout le monde se met en relation pour créer des choses avec des bonnes ondes. Enfin voilà, après c'est peut-être utopique et je pense que c'est difficilement réalisable, mais je dirais voilà, une ambiance bienveillante et peut-être moins de conflits, moins d'humiliation. Et puis, mais je pense que ça passe par tout le monde, parce que moi, je me rappelle qu'à l'époque, je critique pas les profs, mais j'avais certains profs qui se moquaient des élèves ouvertement devant la classe. Et je pense qu'à l'époque, ça favorisait aussi le harcèlement, parce que quand un prof te dit t'es nul, t'es vraiment nul, je pense que dans la cour de récré, ça peut se ressentir aussi. Les élèves vont reprendre. T'as vu, le prof, il a dit que t'étais nul, t'es vraiment. Enfin, c'est des trucs débiles, mais au final, ça prend des ampleurs après. Après, voilà, je pense qu'il faudrait former tout le monde au harcèlement. Donc, les profs et les élèves. Les profs, les élèves, l'équipe encadrante, tout le monde. L'école de demain, une école sans discrimination? C'est ça, une école sans discrimination. Il y a du boulot. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous auriez envie de vous investir, de vous engager? Ouais, je pense que c'est intéressant de faire venir des gens qui ont subi du harcèlement scolaire, justement pour en parler et pour faire de la prévention. Moi, je suis dispo, s'il y a besoin, appelez-moi. Mais c'est pas pour l'instant encore quelque chose que vous avez mis en place? Non, j'ai pas encore mis en place, mais j'étais allée en tout cas dans mon ancien collège une fois. Pour revoir mes anciens profs et on en avait un peu discuté. Et ah oui, là ça pourrait être un début. Ouais, ça pourrait être un début et faut juste trouver des créneaux et puis mettre ça en place parce que déjà les programmes scolaires sont assez chargés. Donc mais il faudrait voir ça. C'est déjà la fin de l'émission. C'est assez vite. Merci beaucoup, Olympe, d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Souvenir d'écolier sur School TV.
C'est la fin de cette très belle émission avec Juline Anquetin-Rault qui était avec nous. Merci. Merci mille fois et bravo de ce que vous faites. Philippe Mérieux, absolument prodigieux. Un bonheur de le recevoir aussi. Merci Mickaël Dorian. Merci à toute l'équipe de School TV, Agathe Delannoy et Maguessel à la rédaction, à la réal Benjamin Michel, au son Héloïse Merlin, Laure Edmond au make-up. Vous retrouvez le Grand JT de l'Éducation sur schooltv.com ainsi que sur le canal 247 sur les Freebox. Ciao, à lundi.